Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui se termine sur une note très volatile a été marquée par, et c'était prévisible vu la densité de données économiques qui nous attendaient cette semaine, a été marquée par les chiffres américains, notamment des chiffres sur l'emploi américain, mais également des données sur l'activité desquelles nous allons reparler dans quelques instants. Une réaction donc des marchés assez forte, une volatilité qui grimpe, une réaction d'aversion parce que le marché est en train d'essayer d'ajuster au mieux son anticipation sur le prochain mouvement de la Réserve fédérale américaine, qui sera une baisse de taux, ça c'est sûr, mais de quelle amplitude, 25 points de base ou 50 points de base. Et dans l'esprit du marché, la différence compte beaucoup, alors même que les taux qui sont actuellement à 5,50 donc. Les taux à 5,50, même sur la baisse de 50 points de base, la politique reste quand même restrictive. Mais dans l'esprit du marché, eh bien, ça fait une différence. Alors, on va reparler de ça dans quelques instants. On va donc rapidement revenir sur la séquence de cette semaine. Qui était donc été marquée par l'emploi américain. L'emploi et l'activité, je le disais. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres en début de semaine? C'est l'ISM manufacturier. ISM manufacturier américain, qui pourtant, on le sait, l'activité manufacturière américaine n'est pas la plus grosse partie de l'activité économique aux États-Unis, mais on se souvient que courant de l'été, la dernière publication de l'ISM manufacturier, qui avait été contractée, donc ressortie plus fortement qu'attendu en zone de contraction et avec des composantes qui s'étaient nettement dégradées, notamment la composante liée à l'emploi notamment, eh bien, avait déjà provoqué un mouvement de forte volatilité avec d'autres éléments derrière, le débouclage des positions de carry trade et ce genre de choses également. Mais c'est quand même les premiers signaux négatifs qu'on avait commencé à avoir de manière plus marquée sur l'économie américaine. Et donc forcément l'ISM qu'on attendait en début de semaine, dans cette semaine, il y avait cet écho en fait, ce souvenir de ce qui s'est passé cet été, et l'ISM est ressorti assez moyen, toujours contracté, c'est-à-dire toujours en dessous de 50, donc contraction de l'activité manufacturière toujours présente aux États-Unis, et avec en plus une composante nouvelle commande à l'intérieur de cet ISM manufacturier qui est tombé sur un plus bas de 15 mois, donc ce qui a ravivé les craintes sur la question de la trajectoire économique américaine, et donc toujours c'est que ces interrogations sur est-ce qu'il y aura récession ou pas lors de ce cycle, à la fin de ce cycle finalement de redressement de taux de la Fed qui va donc bientôt les baisser. Est-ce que ça entraînera une phase où est-ce qu'on est arrivé un peu au bout de ce cycle qui doit donc déboucher ensuite sur une phase de transition sous forme de contraction et donc de petite récession de l'économie. Donc les premiers chiffres ISM manufacturier de la semaine, le premier n'était pas bon et le marché n'a pas donc la salué, l'a pris comme un chiffre comme ce qu'il était, c'est-à-dire bad news is bad news, et la volatilité a commencé à apparaître un petit peu. On a vu ensuite le lendemain, les chiffres JOLTS sur les emplois disponibles aux États-Unis, qui est ressorti aussi nettement en dessous de ce que le consensus attendait. Le chiffre du mois précédent a été aussi pas mal révisé à la baisse. Donc ça traduit quoi? Ça traduit moins d'emplois disponibles, donc le signe potentiellement que les entreprises craignent moins d'emplois, donc une dynamique d'économie. Vous voyez, ça peut renvoyer l'image d'une dynamique économique qui faiblit un petit peu. C'est le plus faible, je mets faible entre guillemets, le chiffre JOLTS qu'on ait depuis 2021, mais attention de bien noter aussi que on le compare par rapport à une période qui était totalement anormale, qui était la période post-Covid, de surchauffe économique américaine, avec une activité hors norme liée à une stimulation économique et monétaire qui était très intense. Donc finalement, dans le chiffre qu'on a eu cette semaine, certes, il était moins bon qu'attendu, mais il traduit aussi, malgré tout, une normalisation. Le chiffre qu'on a eu cette semaine, je l'ai plus exactement en tête, un peu au-delà de 7 millions, ça correspondait à des niveaux que nous observions avant la crise Covid. Donc, vous voyez, c'est à la fois une normalisation, mais par contre, ce que le marché craint, et là, il est un peu dans l'anticipation, le marché désormais, il se demande si les prochains chiffres sur l'emploi, alors, on va parler du rapport sur l'emploi dans quelques instants, mais il est en train de se dire, et si le mois d'après et le mois suivant, les chiffres sur l'emploi, notamment JOLTS, ou inscription au chômage ou autre se dégradent, notamment pour les JOLTS un peu plus, est-ce qu'on n'aura pas là effectivement des signaux, des clignotants qui s'afficheront comme un signal un peu plus négatif pour l'économie américaine. Donc actuellement, je dirais que les chiffres que nous avons eu cette semaine, notamment le chiffre JOLTS, n'est pas inquiétant en soi. Et il n'est pas sur un niveau absolu qui est un niveau d'inquiétude. Simplement, c'est là le marché est en train de projeter les mois suivants, en se disant si ce chiffre n'est pas bon, le suivant risque de ne pas l'être non plus. Voyez, et c'est ça qui l'a poussé à se focaliser toute la semaine sur l'emploi. Et je dirais en occultant aussi, mais volontairement donc, en occultant des indicateurs moins mauvais. Je pense à l'ISM Service qui a été publié cette semaine, et là c'est important l'ISM Service parce que lui, il représente quoi? Il représente l'activité des services, on le rappelle souvent, c'est 3/4 de l'économie américaine, ce sont des services.
Et cet ISM Service, lui, il est ressorti meilleur qu'attendu, un peu au-delà de 51. Donc c'est une zone qui traduit toujours une expansion du secteur des services, nettement moins forte qu'il y a un an ou deux, mais qui pour autant ne se contracte pas. Donc ça c'est important parce que justement un ISM comme on l'a eu ce mercredi ou ce jeudi, je ne sais plus le jour exact, mais c'était un ISM donc, qui était là pour le coup plutôt, j'ai tendance à dire, plutôt rassurant sur le fait que l'économie américaine n'est pas subitement en train de décrocher. Par contre, dans cette composante ISM, ce que le marché a retenu, et vous voyez c'est là qu'on voit que le marché cette semaine était très très focalisé sur l'emploi, il a surtout retenu la composante emploi de l'ISM, qui elle en revanche s'est dégradée. Alors que la composante nouvelle commande, ce qui est important, donc même l'élément peut-être le plus important, la composante nouvelle commande s'est très bien comportée, à nettement plus de 50. La composante prix payé est aussi toujours au-delà de 50, même à 57. Donc est-ce qu'on peut dire attention au prix pour la Fed, c'est un problème ou autre? À 57, il faut regarder les niveaux des prix payés, de la composante prix payé de l'ISM manufacturier avant. Pardon, de l'ISM Service, excusez-moi, de l'ISM Service avant la crise Covid, nous connaissions déjà ces niveaux-là en 2018-2019 de prix payés, et ce n'était pas des niveaux inflationnistes. Donc, mais on voit bien que le marché, cette semaine, était dans une humeur pas terrible, très focalisé sur l'emploi, et toutes les stats qui pouvaient le conforter dans l'idée que, je vais le conforter entre guillemets, dans l'idée qu'effectivement l'économie américaine est bien en train de ralentir et que l'emploi se dégrade, eh bien le marché a surtout vendu ces statistiques-là en ne voulant pas finalement rebondir, ou que très minoritairement, quand les statistiques étaient meilleures qu'attendues. Je pense à l'ISM Service, et même aux inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on a eu hier par exemple, elles étaient inférieures à 230 000. C'est tout à fait satisfaisant comme chiffre par rapport à ce qu'on avait observé les semaines précédentes, alors qu'on avait des petites remontées à un moment donné courant de l'été à 250 000. Donc oui, mais ça le marché c'est pareil, il a choisi de ne pas s'y attarder. Et donc, on a fini la semaine avec le rapport sur l'emploi américain. Donc, alors, pardon, entre-temps, il y a eu le chiffre ADP aussi, qui était ce chiffre donc, de l'entreprise ADP, qui lui, en revanche, était nettement moins bon. Et ça aussi, le marché, chiffre moins bon, il n'a pas aimé, il est parti à la baisse. Vous voyez, donc, le marché, cette semaine, a été, si on doit la récapituler, sélectif dans les chiffres qui favorisaient la correction et les prises de gains, en occultant les chiffres qui étaient un peu meilleurs et en ne rebondissant que très peu sur ces chiffres-là. Et alors, est-ce que c'est mal ou pas, finalement, ce constat-là? Le rapport sur l'emploi, je finis juste là-dessus, donc vous l'avez probablement tous vu, c'est un rapport qui n'était pas mauvais, le rapport sur l'emploi. 142 000 créations, 160 000, certes c'est moins bon que le consensus, mais c'est quand même meilleur que le mois précédent qui avait en plus été revu à la baisse. Le taux de chômage qui repart un petit peu à la baisse, qui est à 4,3, qui redescend à 4,2, et puis les salaires, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la consommation, progression 3,6 sur le mois précédent en données annuelles, là on est à 3,8. Donc vous voyez, si on doit le qualifier de manière objective, ce rapport sur l'emploi, ce n'était pas un mauvais rapport. Mais le marché, voilà, on l'a vu, l'import bondi quand même à la publication du rapport, mais on sent bien que le sentiment cette semaine n'était pas au beau fixe, voilà, le marché, et ça s'est vu notamment comment on peut expliquer que le marché décroche autant en fin de semaine. Une des explications, on l'a vu presque en direct, vous savez que je fais des commentaires sur X tout au long de la journée quand il se passe des choses comme ça sur le marché, et ce qu'on voyait se faire en direct, c'est que juste après les chiffres du rapport sur l'emploi, juste avant le rapport sur l'emploi plutôt, la probabilité que la Fed baisse son taux de 50 points de base à la réunion de septembre, la probabilité était aux alentours de 40%. Donc, c'était toujours le scénario d'une baisse de 25 points de base qui prédominait. Et c'est important, on va en parler dans quelques instants, parce qu'à ce stade, 50 points de base de baisse de taux, si la Fed le faisait et le marché aujourd'hui, il se dit, si la Fed fait ça, c'est que l'économie a vraiment ralenti d'un coup et qu'elle doit donc baisser d'un coup ses taux, et pas seulement de 25 points de base, mais de 50 points de base. Donc, c'est plutôt perçu comme un élément négatif, si vous voulez. Alors que 25 points de base, c'est perçu comme une situation qui serait une situation un peu maîtrisée, où on baisse les taux de manière progressive, de 25 points de base à chaque réunion, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus vite, vous voyez. Et c'est ça qu'on a vu en fait se dessiner après les chiffres sur l'emploi, c'est que c'était un peu paradoxal, mais malgré le rapport qui était somme toute assez correct, même très correct de l'emploi, eh bien les probabilités de calculer via les futurs Fed Funds, donc, qui sont des instruments financiers, et donc qui montrent une forme d'état d'esprit du marché à ce moment-là, eh bien, les probabilités de baisse de taux de 50 points de base de la Fed en septembre sont passées, je le disais, de à peu près 40% avant les chiffres, on est même monté à des 55-57% dans les minutes et dans les secondes et les minutes qui ont suivi le rapport sur l'emploi. Et ensuite, ça s'est réajusté à peu près à 50-50 en termes de probabilité. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le rapport a été mal reçu par le marché, alors, encore une fois, que ce rapport n'avait pas. Autant le rapport précédent était vraiment beaucoup moins bon, on avait suffisamment parlé, 114 000, le taux de chômage qui monte, etc. Là, celui-ci est quand même meilleur que le rapport précédent, vous voyez. Et pour autant, le marché a accentué
son hypothèse que la Fed allait baisser son taux de 50 points de base. Donc, c'est ça qui fait qu'on a cette volatilité aujourd'hui qui a monté à 22, 23 pour le VIX et qui progresse assez nettement là, au moment où j'enregistre le podcast. Là, il est 18h, 19h quasiment au moment où j'enregistre ce podcast. Mais vous voyez, c'est ça le goût qui nous reste dans la bouche à la fin de cette semaine. Alors moi, j'aurais tendance à penser, je vais quand même donner un avis personnel, j'ai quand même tendance à penser que c'est très bien que le marché finalement soit plus nerveux avant la réunion de la Fed. C'est-à-dire que là, le marché essaie de positionner au mieux, de rassembler au mieux tous les chiffres et d'essayer d'anticiper, c'est sa fonction donc au marché, ce que fera la Fed. Si j'ai envie de dire, il est nerveux de manière un peu exagérée, mais c'est très bien parce que ça participe aussi à la consolidation de ce marché. Hein. On a suffisamment dit dans les podcasts précédents que les valorisations avaient atteint des niveaux qui étaient inconfortables, que les taux restaient quand même élevés encore pas mal de temps, et même si la Fed les baissait un peu, ils allaient quand même rester élevés quelques temps. Oui, on appelait les mois précédents à de la consolidation, à de la correction, à de la prise de gain sur les segments les plus chers du marché, les semi-conducteurs, tout ce qui est thème tech, intelligence artificielle ou autre. Donc c'est bien parce que c'est ce que nous avons vu commencer à apparaître au mois d'août, et là on a encore des répliques là au mois de septembre de ces mouvements-là. Donc c'est plutôt bien que ça se passe avant la Fed, parce qu'ensuite, si la Fed délivre un message normal, j'ai envie de dire, on baisse les taux de 25 points de base, on les baissera ensuite probablement à la prochaine réunion parce qu'il faut effectivement ajuster un peu le niveau, mais si elle le fait en délivrant un message qui n'est pas un message de panique en fait, qui est un message de contrôle de la situation, eh bien le marché se sera énervé avant, aura purgé un peu ses phases de stress avant, et finalement sera ensuite rassuré par les messages de la Fed. Donc je ne sais pas si c'est le scénario exact que nous allons avoir, mais je trouve que c'est plutôt pas mal de voir ça avant la Fed, parce que ça enlève justement une forme de risque qui pouvait graviter autour de la réunion de la Fed le jour même. Si le marché est très peu volatile et que la Fed le surprend par quelque chose qu'il n'attend pas, eh bien, c'est là qu'on prend des mouvements beaucoup plus violents, si vous voulez. Alors que là, le fait que le marché tâtonne, se dise, bon, 50, 25 points de base et qu'il s'inquiète un peu en amont, il peut du coup ensuite, je ne dis pas forcément pile à la réunion de septembre, mais peut-être les 2-3 réunions qui suivront d'ici la fin de l'année, eh bien, être ensuite plus rassuré par le momentum de baisse de taux de la Fed. Et ça qui est paradoxal, hein, c'est que 50 points de base de baisse de taux d'un coup, eh bien, ça rappellerait des souvenirs, même si je pense que la situation est très très différente, hein, mais ça rappellerait des souvenirs des baisses de cycles précédents, des baisses de taux lors des cycles de baisse précédents, au moment des subprimes et au moment de la bulle Internet. La Fed avait commencé à l'époque, après avoir relevé très fortement les taux, avait commencé par des baisses de 50 points de base, et ça avait coïncider à chaque fois avec le début d'un cycle de correction de marché plutôt violent. Donc je pense que aussi pour ces raisons-là, la Fed pourrait décider, pour des raisons un peu historiques, psychologiques par rapport au marché, justement de n'aller que sur 25 points de base au départ, même si 50 points de base, ça ferait plus de bien à l'économie américaine, mais peut-être aussi pour driver le marché, hein, pour éviter qu'il commence à se faire des idées sur le fait que la Fed est en retard, que la Fed aurait dû baisser les taux plus tôt, vous voyez. Donc il serait dans l'intérêt du marché, et peut-être dans l'intérêt de la Fed aussi, d'effectivement d'aller en septembre à la réunion qu'avec une baisse de 25 points de base, et vu que le marché se sera énervé un petit peu avant, aurait été plus volatile avant, et bien ensuite ça pourrait le rassurer d'une certaine manière. Voilà pour l'analyse de la semaine sur la partie américaine. Rapidement ensuite sur l'Europe, rien de très marquant comme données cette semaine, simplement pas mal de données sur l'Allemagne quand même. L'Allemagne qui continue d'envoyer des signaux assez mitigés. Il y a eu quelques stats quand même qui ont attiré notre attention sur le fait qu'elles étaient un peu moins négatives qu'attendues. Je pense aux commandes industrielles qui étaient meilleures qu'attendues. Et puis une autre statistique sur la balance commerciale américaine, la balance commerciale allemande. Exportation un peu meilleure qu'attendue en termes de rebond en plus. Un rebond des exportations un peu plus fort qu'attendu. Et surtout là, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'Allemagne. C'est un rebond nettement plus fort qu'attendu des importations. Et ça peut être un signe intéressant par rapport à la demande intérieure allemande, où on sait que par rapport à la réduction de la baisse de l'inflation et des salaires qui progressent toujours assez nettement en Allemagne, eh bien le pouvoir d'achat réel, enfin le salaire réel progresse, et donc ce qui est plutôt favorable aux consommateurs allemands. Donc est-ce qu'on est en train de voir là des petits signaux légers, hein, des signaux faibles, mais que ça va aller mieux dans quelques mois sur la demande intérieure allemande? C'est peut-être le cas, mais comme c'est mélangé à des statistiques comme la production industrielle par exemple, hein, qui a désagréablement surpris cette semaine, on est encore sur un tableau assez, je dirais, mitigé voilà, sur l'Allemagne. Hein. C'est vraiment un paysage macro qui reste quand même très faible. Mais bon, le marché n'est pas très défensif non plus. Le DAX, on le voit bien, il a même marqué des records il y a quelques semaines. Donc, on sent que ce n'est pas une situation qui inquiète fondamentalement le marché, peut-être parce qu'il pense qu'effectivement, sur des horizons de 3 à 6 mois, ça ira peut-être un petit peu mieux du côté de l'Allemagne. On termine par la partie Chine au niveau de la partie macro, puis après, je vous parlerai rapidement la semaine prochaine. Donc, la Chine, il s'est passé des choses importantes ces 10 derniers jours. Je ne vais pas faire trop long parce que j'ai écrit déjà pas mal de notes de marché là-dessus, j'en ai déjà pas mal parlé, mais on a des autorités chinoises qui, semble-t-il, commencent à réfléchir à l'idée de, et enfin plus que commencent à réfléchir,
pourrait mettre en place dans les semaines qui arrivent des mesures au niveau bancaire, donc favorisant les emprunteurs chinois, emprunteurs immobiliers. Et on sait que c'est un secteur qui est en souffrance depuis 3 ans en Chine, que ça a entraîné une rupture de confiance chez les Chinois qui donc consomment une consommation qui est beaucoup plus atone parce que des craintes sur ce marché immobilier, des craintes au niveau des promoteurs, des faillites, etc. Donc c'est un contexte qui est très peu favorable à ramener la confiance. Et là, ce que la Chine envisagerait de faire, et on attend de voir si ça se confirme dans les semaines qui arrivent, eh bien, c'est d'accélérer le processus de renégociation, de permettre un processus accéléré de renégociation des prêts immobiliers, de refinancement des prêts immobiliers par les emprunteurs chinois, soit au sein de leur banque, et ce qui serait la première fois qu'on verrait ça depuis la crise des subprimes, eh bien de le faire dans une autre banque, ce qui favoriserait donc la concurrence entre établissements au bénéfice de l'emprunteur chinois qui du coup s'il pouvait renégocier plus fortement son crédit immobilier, donc à la baisse forcément parce que les taux obligataires chinois ont beaucoup baissé ces 12 derniers mois, eh bien, ça rendrait en fait aux consommateurs chinois eh bien, un pouvoir d'achat par la diminution de ces mensualités de remboursement de crédit immobilier. Ça, c'est la première mesure qui pourrait voir le jour dans les semaines qui viennent. Et l'autre mesure, c'est que pour ceux qui ne refinanceraient pas, par exemple, leur crédit, mais qui ont juste un crédit immobilier existant, eh bien, les autorités envisagent la possibilité d'abaisser pour tous les crédits existants immobiliers sur la première et la deuxième résidence, donc en ce qui concerne la majorité des Chinois, eh bien, de 80 points de base, d'abaisser d'un seul coup de 80 points de base, enfin pas d'un seul coup, pardon, mais une phase avant la fin d'année et une autre phase en début d'année prochaine, d'abaisser de 80 points de base le coût des crédits immobiliers existants. Donc vous vous rendez compte que ça peut représenter le marché le Bloomberg a établi un chiffre par rapport à la taille de ce que représente ce marché du refinancement immobilier, c'est 5400 milliards de dollars. Donc imaginez ce que peuvent représenter plusieurs dizaines de points de base de renégociation sur l'ensemble d'un marché comme ça vous dégage d'un seul coup plusieurs dizaines de milliards de dollars de capacité budgétaires supplémentaires chez les ménages chinois et donc qui peuvent stimuler la consommation et aussi favoriser le secteur immobilier. Ça veut dire que pour ceux qui ne sont pas non plus rentrés dans le marché immobilier, eh bien des coûts de crédit également qui partiraient à la baisse, ça pourrait favoriser certaines demandes d'emprunt et soutenir aussi le marché immobilier. Donc c'est plutôt, je trouve, des nouvelles vraiment intéressantes. Donc on attend de voir si c'est acté et confirmé par les autorités, mis en place par les autorités, mais dans ce cas-là, ce seraient les premières mesures un peu d'envergure qu'on verra apparaître sur le front de la consommation en Chine, de l'amélioration du pouvoir d'achat et donc d'amélioration potentielle de la demande intérieure. Et c'est ce qui manque surtout en Chine aujourd'hui pour stimuler la croissance et permettre aux autorités d'arriver à l'objectif de croissance. Donc il me semble qu'on va, j'espère que ça verra le jour, mais qu'il y a une probabilité assez élevée que l'on observe dans les semaines à venir eh bien, des mesures en faveur de la consommation en Chine, comme celle que l'on vient de citer, et ce serait une bonne chose parce que ça bénéficierait aussi du coup au marché européen, aux actions européennes, on pense évidemment aux valeurs du luxe et à tous ces segments qui ont pas mal souffert ces derniers temps. Voilà pour ce récap macro de cette semaine. Rapidement pour la semaine prochaine, intéressante, il y a pas mal de choses qu'on va regarder. Lundi, on reste sur la Chine le lundi avec des chiffres d'inflation en Chine. Alors non pas que les chiffres soient forts en Chine d'inflation, c'est tout le contraire, ils ont été très très faibles, mais ils ont même été en déflation. La Chine a été en déflation une bonne partie de 2023 et donc ce qu'on vient de dire sur la consommation, bien si la demande intérieure chinoise retrouve une certaine dynamique, ça pourrait se voir notamment par une petite hausse des indices de prix. Sans être inquiétante, hein, mais une petite hausse des indices de prix. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt un élément favorable. C'est-à-dire que là, en Chine, à l'inverse de ce qu'on a eu en Europe et aux États-Unis ces derniers temps, eh bien une petite hausse de l'inflation serait perçue positivement par les marchés, signe d'une dynamique peut-être un peu plus forte sur la consommation. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder avec attention. On aura également des éléments lundi sur la confiance des investisseurs en zone euro, c'est important juste avant la réunion de la BCE. Mardi, on aura à la balance commerciale chinoise, donc là aussi des chiffres qu'on va surveiller de très près, exportation et importation par rapport à la demande intérieure. On aura également un chiffre américain sur la confiance des petites entreprises aux États-Unis. On aura mercredi, gros rendez-vous, l'inflation aux États-Unis, l'inflation CPI, on aura l'inflation globale et l'inflation sous-jacente, donc c'est deux grosses mesures qu'on surveille, sachant que la Fed surveille plutôt la partie sous-jacente. Jeudi, réunion de la BCE. Normalement, la BCE devrait baisser pour la deuxième fois ces trois taux, donc ces trois taux directeurs de 25 points de base, et donc aussi laisser la porte ouverte à d'autres baisses de taux, probablement d'ici la fin d'année et l'année prochaine, pour soutenir la croissance en zone euro. Attention quand même que la BCE ne peut pas délivrer un message trop dovish, trop accommodant non plus. Je rappelle quand même que l'inflation sous-jacente en zone euro, donc de référence, elle est toujours à 2,8%. 2,8%, c'est quand même assez nettement au-dessus de l'objectif. Donc ça n'autorise pas non plus la BCE à la complaisance, mais je pense que la BCE veut éviter toute récession en zone euro et donc
Dans son combat contre l'inflation, il faut aussi préserver la croissance et c'est ce qu'elle nous montre depuis le mois de juin. Et je pense que ce mouvement-là devrait se continuer là, jeudi prochain avec une nouvelle baisse de taux. Mais un message accompagnant qui sera peut-être pas forcément non plus hyper accommodant. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu le balancier qu'on pourra avoir, baisse de taux, mais peut-être neutre à mid ok. Je voyais pas une baisse de taux trop accommodante où on laisserait penser qu'on va baisser 10 fois les taux derrière. Vous voyez, pas non plus que le marché considère que le risque d'inflation qui repart est fort. Hein. Ça, la BCE doit éviter à tout prix ce genre d'interprétation de la part du marché. On aura aussi les prix à la production jeudi prochain aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, une nouvelle donnée sur l'emploi qu'on va surveiller de près aux États-Unis, et on finira vendredi avec la confiance des consommateurs aux États-Unis. Ça aussi, ça va être important, vu que le marché est embarqué dans des réflexions profondes là, sur la dynamique macro américaine. Évidemment que les indices de confiance des consommateurs sont importants. La consommation, c'est des piliers de la croissance américaine, donc tout ce qui concerne la consommation, le consommateur va être scruté de plus en plus près par les marchés. Et puis on aura également, je ne sais pas c'est quel jour, ça n'a pas été précisé, mais probablement également des chiffres sur la Chine, toujours, des chiffres importants sur les ventes au détail, sur la production industrielle et sur l'investissement notamment dans l'immobilier en Chine. Donc ce sera la semaine prochaine. Donc vous voyez, toutes ces thématiques qu'on a bien décrites là, enfin je pense avoir bien décrit là pour ce podcast, eh bien on va retrouver une bonne partie aussi la semaine prochaine avec plusieurs données attendues. Voilà pour ce podcast Bourse Hebdo. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Excellent week-end à tous. Au revoir.